Et pour cette deuxième partie, on se retrouve toujours avec Sébastien de Motion Twin pour streamer et jouer un petit peu à Dead Cells. Et on va continuer un petit peu les questions avec lui. Il va pouvoir, si tu as des anecdotes au cours de jeu à nous raconter, n'hésite pas, on va pouvoir en parler. Ce que je disais, c'est qu'on venait juste de parler. Effectivement, j'ai rebindé une touche dans le jeu par rapport à la config initiale, qui est la fameuse roulade. Pour ceux qui connaissent. Pour ceux qui connaissent, puisque en fait, donc, on va lancer le jeu comme ça, on va en parler en même temps. Voilà. Tu as le son encore sur ton truc. Voilà. Ah, mais il reprend là où j'étais exactement. Ah, j'avais pas fait ça. Alors par contre, j'ai un petit peu de lag avec le retour. Oh là, mais t'es où là? Il y a des scorpions et tout. Ouais, alors ça c'était dans les égouts, tu vois. Alors j'en bats une touche puisqu'en fait, voilà, c'est compliqué. Alors de parler en même temps que jouer, ça va être super chaud. Tiens. Alors la roulade est sur la gâchette droite. Voilà, streamer de jeu, c'est un métier tout à fait. Voilà, donc on en parlait avec Sébastien juste avant. La gâchette de droite, elle est à la place de la roulade. Et voilà, j'ai inversé la gâchette et le bouton B qui permet de lancer d'actionner des trucs, ouvrir les portes, etc. Ouais. Voilà. Alors. Pas content les messieurs. Tac. Sac du déchu, tu peux récupérer. C'est rigolo parce que là, tu vois la scène du début là où tu as le blob qui rentre dans le bonhomme. Oui. La première scène, on le voit sur certaines vidéos, en fait, il rentre pas par la tête au début, dans les premières versions. Ah oui, c'est vrai, il rentre par ailleurs. C'est un autre orifice de un grand débat qu'on a eu, mais on en a parlé récemment et on va peut-être rajouter une option où tu auras le choix de par où tu rentres. En fait. C'est vrai. Un truc caché avec un Konami Code. Ah, un Konami Code, ah oui, j'adore, c'est génial. Ah, j'aime. Ce petit détail là, c'est parfait. Formidable. Donc, alors tu joues un déchu, enfin tu joues une personne qui est morte en fait, quelque part. Tu joues un corps possédé, un corps d'une personne qui est morte décapitée, possédé, et du coup tu vas aller nettoyer des donjons avec ça. C'est assez rigolo. Ouais, donc là tu as des armes dès le début que tu peux... Alors, ça c'est un peu embêtant. Ouais. C'est un peu embêtant. Alors tu es obligé de défoncer la porte pour pas faire un switch d'item en fait dès le début. Ah oui, tiens, c'est marrant parce qu'on m'a signé un truc comme ça aujourd'hui et ça devrait pas être le cas. Normalement, l'objet devrait avoir la priorité ici. Mais la porte devrait avoir la priorité sur l'arbre je sais plus. Non, c'est plutôt l'objet parce qu'en général, ce que tu veux, c'est sans doute reprendre l'objet, quoi. Ah non, t'as raison, c'est la porte qu'il a voulu ouvrir et il a pris l'objet. Ouais, c'est ça. Oui, donc moi, je défonce la porte parce que le bouclier, pour l'instant, je joue pas avec, j'y arrive pas, donc j'en veux pas. Ah, mais je viens de comprendre, d'accord, ok. Parce que j'ai changé un truc la semaine dernière et je viens de comprendre. Oui, d'accord, c'est des bugs comme ça. C'est parfait, formidable. On va mettre à jour le jeu en direct. Allez, super. Alors, c'est bien joué. Alors, on a une mécanique de roguelike parce qu'effectivement, tu meurs assez souvent, mais tu t'améliores au fur et à mesure de tes différents runs, puisque tu récupères des cellules mortes, d'où le jeu des Dead Cells, qui vont te permettre, si tu as réussi à atteindre une étape dans la fin de ton niveau, le checkpoint, de les consommer, de les dépenser en fait en amélioration pour faire évoluer ton personnage et acheter de nouvelles armes. Du coup, on a une partie d'inventaire en bas. Donc là, j'ai un peu joué quand même, donc j'ai une fiole, j'ai quelques armes intéressantes, mais ça vient assez vite quand même au niveau de la progression, donc on récupère assez vite des progressions des armes. En cours de jeu, voilà, donc on a des évolutions qui nous permettent d'améliorer 3 catégories différentes, donc comme un arbre de compétences. Parce qu'on peut vraiment modeler son perso comme on veut, quoi. C'est ça. Donc soit il est plus brutal. En gros, la brutalité, en fait, si tu veux, les 3 ont une couleur, donc il y a rouge, violet et vert. Et si tu augmentes ta brutalité, ça revient à augmenter les armes rouges. Et en bas de l'écran, tu vois, tes armes ont une teinte aussi. Il y en a certaines qui sont juste pure rouge, genre l'épée. Par contre, la torche enflammée, elle a 2 couleurs. Donc si tu augmentes Bruta, ça augmentera. Mais si tu augmentes Tactique, ça augmentera aussi. Ça prendra la stat la plus élevée, en fait. Alors que Survie touche à aucune de tes armes, parce que tes armes actuellement ne sont pas des armes vertes, quoi. Donc principalement, au départ, tu augmentes surtout en fonction du matos que tu as et de tes préférences de jeu. Brutalité, c'est du corps à corps, principalement. Tactique, c'est plutôt de la distance. Et survie, c'est essentiellement bouclier et armes lourdes, genre épée à 2 mains, des trucs comme ça, tout ce qui est blanc, en fait. Oula, il y a du monde là. Alors le côté Metroid, on le reconnaît par le côté platformer et aussi le côté exploration. On va pouvoir revenir et voir le niveau de différentes façons en fonction de l'évolution de son personnage. Ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, on a des choses qui vont qu'on va pouvoir débloquer quand on aura suffisamment fait évoluer son personnage. Alors il y a déjà plein de choses qu'on arrive à débloquer. Tu as des compétences. Moi, j'ai juste la compétence qui permet de construire les lianes pour grimper. Et déjà, quand tu découvres ça, tu fais ah ouais, il y a tout un truc qui s'ouvre à toi. Mais il y en a tellement plein d'autres que tu vois au cours du jeu. Déjà, tu te dis mais ça, il me tarde de pouvoir y accéder. Mais tu ne l'as pas encore. Et donc ça, c'est le côté Metroidvania. Ouais, voilà. La différence, c'est que nous, on le fait par l'amorce. En gros, comme tu peux pas revenir en arrière dans le jeu, tu peux pas revenir sur un niveau précédent. En fait, si tu veux pouvoir réexplorer des niveaux précédents, il faut mourir et revenir au début et te réincarner dans un nouveau cadavre, quoi. Donc ça, c'est vraiment la spécificité qu'on a mis sur Dead Cells, c'est que pour accélérer un peu le rythme de jeu, on ne veut pas que le joueur fasse des allers-retours comme ça, Metroidvania plus classique.
parce que en fait s'il n'y a rien en chemin, à part des monstres qu'on repop, c'est pas des expériences super quoi en fait de devoir remonter un niveau à pied quoi. Donc ça fait partie des choix justement qu'on a fait, c'est de se dire ok tu évolues comme dans un Metroid, mais tu le fais au travers de la mort parce que c'est en mourant que tu vas pouvoir explorer des secteurs. Là tu as un petit blob par terre et tu peux faire popper une liane. Moi quand je l'ai chatouillé chez moi tout à l'heure ça ne dit rien du tout. Ça. Parce que t'as pas la compétence parce encore. J'ai pas la compétence de chatouillement, c'est ça. Quand tu peux chatouiller, tu fais pousser le truc. Quoi. Donc ça permet d'accéder à des zones plus rapidement, c'est ça. Voilà, parfois ça peut être des bonus, parfois ça peut carrément être des accès à des nouveaux mondes que tu ne connaissais pas, donc des nouveaux niveaux, des nouvelles façons d'explorer le monde. Puis des fois ça peut être des boss, il y a vraiment toutes sortes de choses en fait derrière ça. L'idée c'est comme un Metroid, c'est que là c'est vraiment le côté, tu accèdes des fois à juste des passages secrets, mais des fois tu accèdes à la suite du jeu tout simplement. D'accord. Donc là je savais même pas, je peux recycler au lieu de lui. Tu peux pas le faire dès le début, tu peux le faire un peu plus tard, c'est pas une compétence. Donc là c'est un truc qui s'acquiert. Prends l'arc, vas-y il est bien. Donc moi je préfère les arcs au bout du feu, donc je prends ça. Et tu peux recycler du coup non, parce que c'est la première arme, voilà. Allez, bien joué. Pour éviter que tu fasses de l'or en boucle. Alors le côté Souls-like, ça va être pour les combats et pour les roulades, j'imagine, pour éviter. Donc il y a un système d'évitement en fait des combats, puisqu'on va régulièrement au corps à corps, même s'il y a des armes de distance. Et pour éviter du coup les projectiles ou les coups, c'est roulade. Du coup C'est ça. Après, du Souls, l'appellation un peu abusée, parce qu'en fait, on n'est quand même pas un Dark Souls dans le sens traduit du genre, quoi. C'est plus sur le côté, le combat, les jeux basés sur les skills. Je dis pas que les jeux sont pas basés sur les skills en général, mais c'est vraiment deux paradigmes différents. Tu prends un jeu comme, par exemple, je sais pas quel genre on pourrait citer, un jeu comme World of Warcraft, par exemple. C'est un jeu où tu vas plutôt construire tes stats, augmenter tes stats, et c'est le fait d'augmenter tes stats qui fait que tu vas pouvoir t'affronter des monstres plus gros. Là, basiquement, les monstres, en fait, ils ont tous un set d'attaques très spécifique, et c'est surtout l'apprentissage de ces attaques, la compréhension de comment ils attaquent et à quel point ils sont fragiles contre quoi, qui fait que tu vas progresser dans le jeu. Le zombie de base, le premier zombie que tu rencontres dans le jeu peut te défoncer, parce qu'il a une attaque sautée qui est très puissante, qui est l'une des plus puissantes du jeu, quoi. Et c'est l'idée d'un Dark Souls en général, c'est que les monstres ne sont pas nécessairement très puissants, ils ne gagnent pas beaucoup plus en puissance quand tu avances dans le jeu. Par contre, ils ont des techniques qu'il va falloir apprendre, et quand tu rencontres un nouveau monstre, le premier contact est souvent assez violent, parce que même si le monstre est facile, tu découvres son attaque spéciale, tu découvres sa manière de jouer et tout, quoi. C'est d'autant plus vrai effectivement donc, pour les mobs de base dans le jeu que pour les boss, puisque tu rencontres les boss et là tu as des vrais patterns d'attaque et en plus qui évoluent en cours du combat, qui font que tu es vraiment obligé de te faire le boss plein de fois avant d'arriver à le battre. Là, si tu te bats la première fois, c'est que tu es vraiment très fort ou que tu as vu des streams ou des choses comme ça, mais où tu as vraiment farmé beaucoup le jeu avant pour avoir beaucoup de compétences, mais non, en fait, il faut vraiment apprendre c'est la connaissance du jeu qui fait que tu évolues, quoi. Ah, tiens, il y avait une roule par terre. Alors, j'ai failli en réussir une faille de défi, c'est juste hyper dur. Ouais, actuellement, sont un peu trop durs. Ouais. Alors, il y a beaucoup de mécaniques qui me font aussi passer, alors vous l'avez pas cité, mais ça me fait penser à du Diablo-like également, pour les failles, donc ça, les failles critiques, pour aussi la construction du personnage, donc les builds du personnage, les évolutions, etc. C'est totalement avoué. Oui, totalement. D'accord. Diablo 3, ça a été parmi les références, en tout cas, quand on a développé ce jeu, sur plein de choses. Alors, c'est vraiment sur des petits points bien précis. Notamment, si tu pètes la porte, c'est l'explosion qui est complètement inspirée de Diablo 3. Donc, dans le 3, quand tu pètes une porte, c'est l'orgie de particules. C'est du bois qui vole à travers l'écran. Quand on le regarde dans le détail, on se dit, mais en fait, non, c'est n'importe quoi. Mais ça fait partie du truc qui fait que, putain, ça a de l'impact, c'est fun et que voilà. Tu sens que tu as de la puissance. Exactement, quand tu joues moine, c'est n'importe quoi au niveau visuel. Ton build, c'est moine? Moi, non, je suis plutôt chasseresse. Enfin, Demon Hunter. Demon Hunter, d'accord, ok. Mais Witch Doctor, moi j'ai fait. Il est rigolo. C'était mon préféré. Parce qu'en fait, je me rappelle j'avais passé énormément de temps sur Diablo 2 avec le Nécro. Et le Witch Doctor, c'était initialement les builds, tu pouvais faire des trucs un peu nécro comme ça, et j'ai passé un temps de malade sur Diablo 3 là-dessus. T'as commencé à jouer. Il rentre par où? Par devant. Ouais, c'est ça. Par contre, je suis mort alors j'étais dans un défi. Oui, c'est possible. Ah, c'est possible. C'est possible. D'accord. Un défi, c'est normalement tu te fais virer si tu prends un dégât. Ouais. Et comme le dégât était mortel, là, du coup. J'ai pas fait gaffe, j'aurais dû prendre ma potion. Ouais, t'en as deux même des potions, tu peux jouer. Il y a deux niveaux de potions dessus. Donc oui, du coup, cet enchaînement sur les builds du personnage, du coup, c'est un travail, ça va être assez phénoménal de gérer l'équilibrage et entre les différentes armes et également les ennemis. En fait, ça, on va dire, ça a des contreparties, des avantages et des inconvénients pour moi, en tant que game designer sur ça. C'est plus simple en réalité sur beaucoup de points. C'est-à-dire qu'en fait, en général, quand tu fais un jeu type un RPG, je reprends toujours l'analogie là aussi de WoW par exemple, quoi,
Quand tu fais un RPG, en fait, c'est du tableur, basiquement. C'est-à-dire qu'en gros, tu vas passer ton temps en tant que game designer à équilibrer des choses. Je te conseille de prendre une épée avec le truc de glace, tu seras mieux. Ça glace juste. Ouais, ça fait un peu de dégâts, mais pas assez. En fait, une fois qu'il est gelé, tu fais plus de dégâts. Mais en gros, l'idée, c'est que dans un RPG classique, tu vas faire des tables de valeurs et tu vas confronter DPS du joueur versus vie du monstre, quoi. Et évaluer en combien de temps tu tues un monstre en moyenne. Et tu passes ton temps en tant que game designer devant des tableaux, quoi. Et en fait, là, le format qu'on a choisi de faire sur Dead Cells, c'est plutôt un format où les armes sont grosso modo équivalentes. Je sais, moi en tant que game designer, que toutes les épées font aussi autour de 120 DPS. Je sais que les armes lourdes vont faire du 160 DPS. Et il y a assez peu d'exceptions. On va dire, je connais mes valeurs de DPS et je m'y tiens en fait. Je fais pas une arme qui est pétée, tu vois. Et par contre, là où je me lâche plus, on va dire, c'est sur l'idée que chaque arme a sa petite spécificité, mais totalement unique. Par exemple, l'arme que tu as en main, il y a l'épée huileuse qui met de l'huile sur les ennemis. Et si tu leur fous le feu avec une autre arme, si tu avais un truc qui faisait enflammer, tu feras d'énormes dégâts parce que c'est une combinatoire, quoi. Et le truc de glace, c'est pareil, c'est une arme qui fait un dégât au moment où tu gèles, et elle gèle les ennemis, donc ça c'est cool, mais à courte portée. Par contre, si le mec est déjà gelé, que tu spammes ton truc de glace, ça fait plus de dégâts. Il faut que le mec soit. C'est le moment de geler qui inflige des dégâts. Et en fait, toutes les armes sont totalement spécifiques comme ça. C'est beaucoup plus confortable à équilibrer parce que finalement, je peux faire n'importe quoi. Au final, au niveau DPS, je sais que c'est équilibré parce qu'elle fera le DPS qu'elle est censée faire dans sa fourchette, quoi, dans sa catégorie. Et les arcs sont moins puissants que des armes de corps à corps, par exemple, typiquement, ils sont équilibrés tous comme ça. Et après, je peux faire dedans le gameplay que je veux, finalement, la petite spécificité rigolote, la façon de jouer, qui est finalement le truc qui change le plus, quoi. Plutôt que de... Quand tu travailles sur l'équilibrage des armes et des mobs en face. Quand tu rencontres une nouvelle arme, tu sais que c'est réellement un gameplay en plus. C'est pas juste une arme qui a 5 DPS de plus, là, une façon de jouer qui n'a rien à voir avec la précédente. C'est exactement ça, c'est ce que j'allais te dire, c'est qu'en fait, tu choisis pas vraiment les armes. Alors, moi j'avais le travers effectivement de Diablo où tu choisis beaucoup les armes par rapport au DPS quand même. Enfin, moi j'avais l'habitude de jouer comme ça. Et là, tu choisis vraiment les armes par rapport à un gameplay que tu veux construire. Donc tu builds ton perso par rapport au gameplay. Exactement. Et effectivement, et ça dépend des mondes que tu vas faire, puisqu'en fait, tu peux explorer différents mondes. Là, je peux explorer effectivement soit encore le couloir des damnés, soit les égouts. Et effectivement, tu vas pas. Moi, je fais pas un build identique suivant où je pars. Tout à fait, ouais. Et ça, c'est pratique. Alors après, tu es dépendant quand même des armes qui vont popper pendant ton run, puisque tu vas pas toujours avoir les mêmes, que ce soit au départ, puisque moi j'ai des armes aléatoires au départ, que ce soit chez les marchands ou même en loot comme ça en cours de partie. Exactement, ouais, ça c'est. Il y a quand même, moi en tant que développeur, j'ai quand même du contrôle sur ce que je te donne, c'est-à-dire que j'essaie de m'arranger quand même globalement à l'échelle du jeu, que ça soit cohérent, que tu n'aies pas une mauvaise expérience, quoi. Parce que le random, enfin le procédural, c'est toujours le truc que les gens décrient, et ils ont raison. Ce procédural mal fait, c'est la merde, hein, on va pas se mentir, quoi. Mais justement, on a quand même beaucoup de contrôle sur ce qu'on donne, ce qui fait que c'est du procédural géré, on va dire, quoi. Mais ouais, ça donne. L'idée, c'est qu'on veut plus que le joueur s'adapte, plus que lui donner ce qu'il veut. C'est-à-dire qu'on veut que quand tu trouves une arme qui n'est pas forcément ton style, tu n'auras pas trop le choix, il va falloir jouer avec. C'est clair. Et en fait, au final, des fois, tu découvres que t'as le style de jeu que tu n'aurais pas essayé, finalement, c'est drôle, quoi. Et ça, c'est plutôt. Je trouve que c'est plutôt une force, les jeux qui arrivent à faire ça. Je pense à Hearthstone, notamment, qui fait ça avec ses quêtes quotidiennes. T'obliges à jouer certaines classes qui sont pas du tout ton truc, mais tu veux tes 10 pièces d'or, tu les auras, tes 40, tu les auras comme ça. En jouant une classe que tu joues pas habituellement, et puis des fois, tu te retrouves à jouer un personnage que tu ne connaissais pas, une façon de jouer que tu connaissais pas, et qui te plaît, quoi. Moi, je me retrouve à jouer à Démoniste à fond sur Hearthstone, parce que je l'ai découvert à cause d'une quête quotidienne, quoi. Et finalement, je me suis dit, ah bah ouais, c'est pas mal en fait, c'est un style de jeu qui me plaît bien. Donc forcer le joueur à s'adapter d'un point de vue gameplay, nous c'était un des trucs qu'on voulait au départ parce que il n'y a rien de pire en fait que la zone de confort en général. Surtout quand tu as une palette d'armes comme ça à explorer qui sont des combinatoires avec les builds que tu peux faire qui sont assez variés. Et effectivement, je te confirme, ça te pousse effectivement à tester des builds différents et à avoir des bonnes surprises. C'est ça, des fois tu tombes sur un truc qui finalement tu te dis elle n'a pas le DPS que tu voudrais, mais par contre elle a ce petit truc spécial qui la rend cool. Celle que tu as là par exemple, tu as clairement un bon build contrôle avec ça. Parce que je te conseille d'utiliser de la OSGL pour pas t'embêter. Oh putain, il y a du monde. Cassos. Faut hésiter à reculer. Ils ont ramené toute la famille. Et là, il te manque la grenade. Ouais, c'est clair. Mais par exemple, l'arme que t'as, là, le marteau, il est très lent. Il a ce défaut d'être un peu long à amorcer. Mais qu'est-ce qu'il fait justement? Mais il étourdit. Le premier coup, le premier dégât que tu fais avec, ça étourdit. Ce qui fait que ça te permet de... Et en plus, t'as une deuxième arme à côté qui gèle. Là, tu contrôles complètement les ennemis, quoi. Mais ça oblige à temporiser un peu plus. Mais par contre, tu peux jouer de manière un peu plus... c'est toi qui contrôles quand tu tapes, quoi. Et quand les gens te tapent. Bim.
Alors on nous dit les effets de particules sont juste fous. Alors je survalide avec les effets de lumière. Et on nous demande avec quoi ils sont faits du coup. Est-ce qu'ils sont construits sous Photoshop ou avec d'autres outils particuliers? Il y a plein de trucs en fait. Quand tu te balades, on le voit, les éclairages en fait de fond sont des éclairages 3D. C'est-à-dire qu'en gros, il y a tout ce qu'on appelle les normal maps. Si tu te déplaces sur les murs, tu verras qu'en fait les portiques sont éclairés à gauche ou à droite comme il faut, quoi. Comme s'ils étaient en vrai 3D. Donc tu as vraiment les éclairages sur les caisses au sol sont bien éclairées à gauche ou à droite comme il faut. Donc ça c'est une partie d'éclairage 3D. Donc c'est la première chose. Et tu vois aussi les ombres qui sont castées, c'est-à-dire elles sont projetées quand tu passes. Si tu montes une échelle, ça se voit particulièrement. Tu as la lumière qui va s'ouvrir au-dessus, vas-y monte tout en haut. La lumière qui s'ouvre, tu vois, on voit les rayons de lumière en fait s'ouvrir. Ça c'est de la 3D en fait, cette partie-là. Et donc d'ailleurs un petit là. Et donc il y a ça, il y a toute la partie après particules. Elles c'est des particules 2D pures, c'est-à-dire vraiment ce que j'appelle particules, c'est par exemple quand tu tires la deuxième arme avec Y là. C'est tous les petits points qui clignotent, qui durent un peu, la fumée qui traîne et tout ça. Ça, c'est de la 2D. Et là, c'est plutôt ma partie, en l'occurrence, c'est vraiment le truc que j'adore faire, en fait. C'est la partie codeur et graphiste à la fois. Donc, tu vas coder des choses qui vont être vraiment... c'est de la programmation, hein, clairement. Tu codes l'effet de particules, là. C'est ça. Je dis à un moment, je fais apparaître tant de nuages de fumée. Et après, c'est énormément de random dedans, d'aléatoires, qui vont faire que la fumée va être plus ou moins tournée. Chacune va tomber avec une vitesse, une vélocité légèrement différente. Va disparaître avec un peu plus ou moins de temps. Alors que les petits points lumineux de la glace, eux, vont être beaucoup plus brefs, quoi. Et c'est vraiment toute une partie de code, en fait, qui va vraiment créer cette espèce ces effets d'impact, quoi. Et là, la référence pour nous était clairement Diablo 3, quoi. C'est vraiment une référence absolue en termes de particules et d'impact des choses. Enfin, ouais. C'est vrai, c'est vrai. Alors, sans aller jusqu'à ce niveau de détail en termes de sensation avec Diablo 3, c'est vrai que ça, maintenant que tu le dis, effectivement, ça fait partie des trucs qui me font retrouver Diablo 3 dans ce jeu-là en partie. Effectivement, tout à fait. Ça, c'est cool. Alors du coup, tu as commencé à parler de partie génération procédurale. Ouais. C'est un vrai sujet parce qu'en fait, là, pour l'aspect roguelike notamment, vous êtes obligé de travailler cette génération procédurale, puisqu'en fait, donc, génération procédurale, ça veut dire qu'en gros, il y a toute une partie du jeu qui va être générée aléatoirement, notamment les niveaux. Donc on parlait effectivement des armes disponibles au cours de jeu, mais il y a aussi les niveaux qui sont construits aléatoirement, puisqu'on ne va pas retrouver le même niveau à chaque nouveau run. Tout à fait. Mais par contre, tu le disais, c'est compliqué de faire du procédural intelligent. Ouais. Et donc là, vous avez beaucoup travaillé là-dessus. Et en fait, on a du procédural parce qu'effectivement, le niveau n'est pas le même. Par contre, on arrive quand même à reconnaître un petit peu où c'est qu'on en est. Alors il y a des niveaux qui sont construits, je pense notamment la promenade des condamnés juste après, où tu vas avoir vraiment une construction, progression horizontale dans le niveau et verticale pour aller dans des petites cavernes, enfin certaines parties du niveau mais qui ne sont pas la progression globale du niveau. Et ça c'est toujours maintenu dans ce niveau-là. C'est ça. Donc en fait vous jonglez avec des trucs qui sont déjà prédéfinis, certaines portions du niveau qui sont déjà définies et une mise en place aléatoire de tout ça. Exactement. En fait, alors, je ne vais pas entrer trop dans les détails, mais en gros, l'idée, c'est qu'on veut que le joueur se rende compte de certains codes. C'est-à-dire, en fait, exactement ce que tu as décrit sur la promenade, par exemple, la promenade des condamnés, on veut qu'à un moment, le joueur se dise « Ah bon, maintenant je vois à peu près comment il construit ce niveau ». Il ne sait pas comment il est construit dans le détail, c'est-à-dire qu'en gros, les objets sont des endroits aléatoires, il faut quand même l'explorer, mais il y a comme une espèce de maîtrise qui s'installe à un moment donné, qui est « Bon, je sais comment ce niveau est fait ». Et je sais que globalement, par exemple, dans le premier niveau, il y a toujours 2 parchemins. Donc le joueur, une fois qu'il le sait, qu'il se rend compte de ça, il a moins, il sait qu'il a trouvé son 2e parchemin, qu'il peut quitter le niveau. Même si c'est aléatoire, il y a quand même une acquisition de connaissances en fait, qui se fait progressivement, quoi. Tu peux la sélectionner en bas. Alors, juste une petite parenthèse sur ça, là, les mutations, c'est ce qu'on a rajouté sur l'update 5. C'est des choses qui vont altérer la manière dont ton build fonctionne. Là, tu as mis par exemple 3 points en brutalité et tu as 1-1 dans les 2 autres. Ça veut dire qu'en rouge, en haut, par exemple, si tu remontes tout en haut, si tu décides de mettre cette mutation de brutalité, ça veut dire dorénavant tous tes points de brutalité vont augmenter des dégâts par seconde quand tu tues un ennemi. C'est qu'en fait, tant que tu enchaînes des ennemis, tu vas avoir un bonus de dégâts. Ça incite à faire des combos. C'est ça. Donc ça veut dire qu'à chaque fois que tu vas mettre des points en brutalité en rouge, donc les points que tu choisis, ils vont en plus bénéficier de ce bonus supplémentaire, en plus de donner de la vie et des dégâts sur les armes rouges. Ça te permet en gros de peaufiner ton build. Tu n'as pas que où je mets mes 3 points, tu as aussi la notion de que font ces 3 points en fait.
Et si tu te mets à fond en tactique, par exemple, si tu prends toutes les mutations de tactique, et que parce qu'il y en a d'autres à débloquer, au début tu n'en as que 2, mais tu en as une. D'accord. Une Ah oui, ça vingtaine, s'étoffe après. Ouais, ça se développe progressivement aussi, tu peux l'étendre. Bah, tu peux tout à fait faire un build full tactique, mais par contre ça veut dire que tu auras forcément moins de vie et tu seras très faible au corps à corps. Ouais. Par contre tu seras une brutasse à distance, donc tu vas quand même avoir un bénéfice-risque, quoi. Alors, de mon expérience pour l'instant sur le jeu, tu es quasiment obligé de miser tout, ici une mutation tactique si tu veux avoir des buffs pour les boss. Ouais. Parce que les autres, en fait, c'est surtout sur des morts d'ennemis, donc tu les as en cours de niveau. Ouais. Par contre, sur un boss, tu vas rien avoir, donc t'en bénéficies pas. Ouais. C'est un des trucs, là je suis en train de préparer, moi je travaille sur le prochain boss justement du jeu, quoi. Et ça fait partie des trucs qu'on va repasser sur les boss existants parce que justement il manque en fait comment on appelle ça, de trash autour d'eux. Pour justement, comme dans Diablo, c'est la raison pour laquelle dans Diablo il y a des trash et des phases où tu as autre chose que le boss, quoi. Parce qu'il faut effectivement que certains trucs qui nécessitent la présence de monstres. Le roi squelette. Marchent. Le roi squelette. Par exemple, voilà, dans Diablo, exactement. C'est que tu n'avais pas sélectionné en fait. Ouais, non, je sais, je faisais patienter. Ah oui, pardon. Avant de poser ma question. Donc oui, tout à fait. Actuellement, le problème qu'on a avec les boss, c'est qu'actuellement, les mutations de brutalité nécessitent des mobs. Et donc, on va sans doute en rajouter des trash mobs ou des phases avec des mobs sur les boss pour justement permettre à tous les builds de se retrouver dedans correctement, quoi. Ou alors de modifier les mutations pour en faire en brutalité qui soit orienté boss, quoi. J'ai quelques idées sur des trucs qu'on peut rajouter. Cool. Pour que tout soit viable. Pour les mutations tactiques, du coup, c'est que les armes violettes, c'est-à-dire il n'y en a presque pas, à part celle que j'ai. En corps à corps, tu en as très peu. Sinon, c'est les grosses gâchettes. C'est les gâchettes. Ouais, les gâchettes. Pour l'instant, j'ai rien, quoi. C'est ça. Après, on trouve ça c'est mortel. Quand tu as une grenade de glace, par exemple, et la tourelle ou les lance-disques, les mutations tactiques, t'es tranquille. Hein. C'est ça. Là, t'es bien. Là. Franchement, pour l'instant, t'es bien. T'avais une question, Jeff, peut-être? Pas du tout. Non, je te voyais faire un câlin à ton micro. Alors j'en ai plein d'autres, c'est parti. Je l'ai pas prise. Parce que j'aime beaucoup mon micro. D'accord. Vous êtes combien actuellement dans l'équipe de développement sur Dead Cells? Toute l'équipe de tout à l'heure, en gros on est 5 devs, 2 graphistes, 2 marketeurs et un musicien. Ok. Toute l'équipe actuellement. En fait, contrairement à ce qu'on a fait toutes les années précédentes, c'est la première fois que toute l'équipe bosse sur un seul et unique projet. Avant, on était plutôt fragmenté en équipe de 3 avec beaucoup de rotation en fonction des besoins et des compétences à un moment donné. Là, on est vraiment tous à fond sur ce projet unique parce que c'est un secteur nouveau pour nous et qu'en plus, ça nous éclate bien. Donc, J'ai une question stupide du coup. Ouais. Étant donné que le jeu il est en early access, à quel moment et de quelle façon finalement le public du coup, est-ce que le public a un effet sur le développement du jeu? Alors ouais, concrètement, vraiment beaucoup. En fait, ce qu'on expliquait à un moment, c'est que sur les patch notes, on indique en fait lors des changements du jeu, on indique ce que les gens, ce sur quoi ils influent, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses, mine de rien. On les écoute beaucoup sur les forums et on discute vachement avec eux, surtout sur Discord et sur des forums Steam. Et donc. J'avais jamais vu qu'il y en avait un. Bah alors. Je te spoil, il y en a un autre en haut, mais il faut une aptitude pour monter. Ouais, il faut pouvoir grimper sur les murs. C'est ça. Et donc ouais, on les écoute vachement. Typiquement le wall jump, c'est un des trucs qui est venu d'une suggestion et grosse insistance de la communauté. Ils le voulaient, quoi. Metroid, évidemment. Et au début, moi je le voulais pas parce que ça te pète quand même beaucoup la manière dont les niveaux sont construits. Carrément. Ouais. Mais en fait, au final, on l'a introduit, ils l'ont réclamé et c'est devenu un des trucs centraux en fait d'une des mises à jour parce que ça a changé complètement la manière de jouer de tout le jeu, quoi. Et ça fait partie des exemples comme ça. On en a vraiment des tonnes en fait de choses qu'on met en place, on teste sur une mise à jour en bêta. On fait un processus de bêta puis de mise de live en early access, quoi. Et pendant les phases de bêta, les mecs sont hyper actifs et nous disent vraiment ce qu'ils en pensent et on ajuste énormément en fait les règles de jeu et tout. Et notamment l'update 5, l'actuel update 5. Elle existe uniquement parce que l'update 4, il y a des choses que les gens nous ont remontées qui étaient plutôt pertinentes, qui ne fonctionnaient pas. Et sur la manière de faire les builds du personnage, la manière d'investir les points, on s'est rendu compte que oui, effectivement, il y avait des abus possibles et que c'était pas très drôle au final. Et en gros, l'update 5 est né quasiment en grande partie du fait qu'on a pris tous les retours des joueurs, on a essayé de condenser ce qui était important, ce qui était juste, ce qui l'était moins, quoi. Et on a fait un gros patch d'équilibrage. Je le compare vachement, pour ceux qui connaissaient Diablo 2, c'est quand ils ont sorti l'extension
comment ça s'appelle, Oui. une grosse extension qui a changé Diablo 2. La boîte bleue, donc j'ai oublié le nom. Je l'ai sur mon étagère. Frozen Throne Non, ça non. c'est C'est Warcraft. moi je me rappelle plus son nom, mais c'est vraiment c'est le site. Ça. Enfin bref, il y a une extension de Diablo 2 qui a fait transformer Diablo 2 en un bon jeu en fait. Enfin, Lord of Destruction. Et Lord of Destruction, voilà, c'est ça. Et il y a eu la même chose sur Diablo 3, le jour où ils ont viré l'hôtel des ventes et qu'ils ont fait Souls. Mais oui. Paper of Souls, ça redéfinit Diablo 3. Et la loot update et tout ce qui est autour. Et en fait, l'update 5 pour nous, c'était complètement une update qui était, on va dire, le patch de la 4, et qui était en grande partie basé sur les feedbacks des joueurs et sur ce qu'ils nous avaient dit, ce qu'ils avaient aimé ou pas, ou ce qu'ils espéraient en fait de notre système de progression. Et du coup, moi, j'ai pas mal planché sur ce système de mutation avec les collègues pour arriver à un truc qui corresponde à leurs envies et à nos envies aussi, la direction qu'on voulait prendre. Quoi. Il y a Lyon's Banner qui du coup complète ma question en disant le coût du cooldown qui se réinitialise lorsqu'on échange de place les compétences est un exemple de bug que j'ai reporté sans me vanter. Donc oui, ça a une vraie utilité la communauté sur, énorme, sur remonter les bugs, etc. Alors ça aussi c'est génial, c'est que dans ce jeu tu vas pouvoir décider dès le départ de comment tu vas jouer. Même sans encore avoir construit ton build, tu peux dire je vais faire un speedrun pour aller débloquer justement ces passages-là. Parce que tu as des portes qui sont timées, tu peux les atteindre que si tu les as atteintes dans un temps de jeu imparti. D'où le timer qu'on a en bas à droite. Donc ces portes-là, tu peux typiquement les débloquer que quand tu as atteint dans les délais impartis. Si tu fais ouvrir, tu vas te dire depuis 7 minutes. C'est ça, c'est là 2 minutes 30. Donc, c'est les portes pour les speedrunners, c'est ça? Exactement, ouais. Mais tu peux y aller vite, en fait, c'est jouable, parce qu'en fait les mobs, tu peux tous les éviter quasiment. Surtout au début. C'est trop faible après, non? Non, en fait, l'idée c'est que... moi je suis pas très speedrun à la base, mais c'est un truc que j'avais envie de tester dans le jeu en tant que designer. Et en fait, les portes timées là servent notamment à donc tu as des loots en plus, bien sûr, mais par contre, ce que tu aurais potentiellement loupé, j'ai essayé de les équilibrer pour que tu y trouves des parchemins qui compensent à peu près ce que tu as loupé potentiellement. Elles sont vraiment équilibrées comme ça. Ce qui fait que si tu les tentes, c'est une autre façon de jouer, mais elle est viable aussi, parce que je te donne globalement ce que tu aurais dû avoir de toute façon. D'accord. Donc c'est vraiment plus une question de s'adapter à ce que le joueur a envie de faire et de s'assurer que ça soit drôle, et que ça soit pas non plus pété à l'inverse, quoi, c'est pas le but. Voilà, c'est plus une façon de procéder là-dessus. On voulait adresser la communauté des speedrunners parce que on sait qu'ils sont très actifs et qu'ils ont en plus des besoins très très spécifiques dans les jeux. Et du coup, mais on voulait pas non plus en faire un jeu de speedrun parce que on n'est pas nous-mêmes forcément joueurs de speedrun. Avec double saut, tu peux y aller. Ouais. Ouais, je remonte. D'ailleurs, au fond, derrière, ça devrait pas être au même endroit, mais tu as une porte, si tu fais ouvrir, là, tu peux tester. Ah ouais, j'avais même pas vu. Elle est cachée derrière, ça c'est un truc que normalement qu'on corrige. Des fois je les cherche. Mais ces portes-là, en fait, c'est des trucs qui sont vraiment de fin de jeu. C'est en gros, quand tu auras terminé le jeu et tout, tu vas pouvoir débloquer des cellules de boss. Donc vraiment à la Metroid, pour le coup, tu les boss, tu obtiens leurs cellules, quoi. Ah ouais, excellent. Et ces cellules te permettront d'ouvrir ce genre de portes que tu rencontres tout au long du jeu, en fait, quoi. D'accord. Et qui te donnent accès à des zones optionnelles, des loots, des boutiques en plus et des choses comme ça, quoi. Ça, c'est cool. Du coup, quel a été pour vous le plus gros défi technique sur ce jeu? Franchement, c'est le procédural. Clairement, c'était le truc. Faire un procédural qui marche. Ouais, qui se tienne en fait. Qui soit qualitatif, on va dire, au niveau exploration, et surtout que tu n'aies pas l'impression que ça soit procédural. Tu n'aies pas la sensation de te dire qu'est-ce que ça fout là, ce truc, ça va pas, quoi. Et ça, c'était vraiment un des plus gros challenges, parce qu'à l'époque, qu'on a fait ce truc-là, on était encore sur un jeu qui était designé à la main, au tout début, à l'époque du Tower Defense. On faisait toutes les salles à la main, tout ça, et on plaçait chaque élément de décor à la main et tout. Et ça nous coûtait un temps monstrueux, et on était 2 graphistes et 3-4 devs à ce moment-là, c'était ingérable, c'est pas possible à notre échelle de faire un grand jeu, on aurait fait un jeu très court en fait. Et le roguelike était encore pas tout à fait décidé, on savait pas si on voulait en faire un Castlevania roguelike. Et en gros, on a testé le procédural et on y a passé vraiment beaucoup de temps à essayer d'équilibrer, de trouver des règles et des façons de faire. Et une de grosses références a été Spelunky, pour le coup, qui a vraiment, qui en plus l'auteur a écrit des articles pour expliquer comment il a fait. Il a de très bonnes idées, des choses qui sont très malines et pertinentes et qui sont qu'on a réexploité ici et qu'on a réutilisé, quoi. On l'a expliqué dans un article sur Gamasutra justement de tout le détail de comment on a procédé en fait pour générer ces niveaux. Mais c'était vraiment le gros truc qui nous a pris le plus de temps, quoi, clairement. Oui, parce qu'en plus vous communiquez énormément sur ce jeu, ça c'est quelque chose qui est super intéressant. Et communiquez pas que sur l'aspect bullshit marketing, comme tu disais tout à l'heure, mais également sur l'aspect
expérience de développement et notamment sur Game of Thrones, j'ai vu l'article, il est super intéressant et c'est accessible, hein, vous pouvez y aller, franchement c'est accessible. Oui, il est en anglais, mais après voilà, on a essayé de faire avec plein d'images, d'expliquer exactement comment ça se passe, quoi. Et alors, en parallèle, de quoi vous êtes le plus fier dans ce jeu actuellement? Il y a plein de trucs. Ah ouais, du jeu dans sa généralité là, c'est super fier. Non, il y a de quoi je... Enfin, ou jeu. Allez, mouille-toi. Alors moi, ça serait vraiment sur la rejouabilité, enfin le côté arme unique. C'est un truc que j'aime bien en fait. Moi fondamentalement, je suis très joueur de trucs à farmer, genre The Division où il faut monter tes stats, de 10 pouillèmes de dégâts et tu progresses. Ça m'intéresse comme progression, je suis client de ça, mais c'est pas ce que j'avais envie de faire là. Et quand j'ai eu la possibilité de mettre en place tout ce système de loot où chaque arme a son propre gameplay, je savais que c'était casse-gueule, mais je me disais putain si ça marche ça va être cool quoi. Et de se dire qu'à chaque fois que tu ramasses une arme, je joue pas pareil que l'arme précédente quoi. Et au début ça semblait vraiment casse-gueule sur le papier, puis en fait une fois qu'on l'a implémenté, on s'est rendu compte non seulement ça allait, et qu'en plus finalement c'était pas très cher entre guillemets en temps de dev à réaliser. Et ça c'était un des trucs sur lequel je suis plus content, cette impression que tu as en permanence une nouvelle arme va vraiment changer quelque chose. Et après, c'est hyper cool aussi en tant que développeur, parce que quand je rajoute une arme dans le jeu, à chaque fois que je fais un patch, que dans une update on rajoute une arme, c'est hyper cool parce que je peux me permettre de faire n'importe quoi tant que je respecte la sacro-sainte règle du fait le DPS qu'il est censé faire. L'arme peut faire n'importe quoi, qu'on s'en fout quoi. Elle pourrait lancer des poulets, ça pourrait être un arc à poulet, que ça marcherait, tu vois, et que ça irait, que il aurait son gameplay, que ça irait quoi. Ça, c'est le pistolet à chat dans Postal. Le pistolet à chat, exactement. Et ça, c'est un truc qui est vraiment chouette. Donc, je suis content parce que ça me permet, moi, de bosser dans de bonnes conditions, quoi. Si on était sur des armes à pur DPS, juste à chiffres et à stats, une mise à jour, ça serait rajouter l'épée de machin, de l'or de mes couilles, et qui ferait plus 1 de dégâts, et puis voilà, quoi. Alors ça aussi c'est marrant, il y a quand même des trucs qui sont piégeux, mais c'est vraiment voulu, notamment quand tu joues surtout où tu descends en vitesse accélérée, t'as toujours tendance à faire ça, t'arrives sur ces pics là et tu fais... Et là, le jeu te rappelle, attention. C'est ça. Te rappelle alors d'attention, tu dois pas toujours faire ça. Ça fait partie du procédural, on va dire, qui à la fois coup de chance, mais une fois qu'on a compris comment ça se produisait, on a réussi à le produire un peu plus facilement à la main. Ah, donc c'est voulu quelque part. Oui, c'est contrôlé. Au début, c'était assez ça. C'est venu au hasard et après vous avez dit, mais finalement, c'est pas mal. Et c'est un des trucs, c'est un autre point dont on est content globalement, mais ça, c'est pour le coup, c'est plutôt la palme revient à Dark Souls, clairement sur ça. C'est que quand tu te fais punir, t'as pas l'impression d'être puni injustement. Tu dis j'aurais dû regarder quoi. C'est vrai. Ou alors j'aurais dû reculer quand il y a trop de monstres. Ou il y a toujours un moment où quand on se fait punir dans Dark Souls notamment, on se dit toujours que merde c'était ma faute. Là, j'aurais pu prendre le temps au lieu de rusher comme un con. Et le fait qu'on a réussi à atteindre ce point-là sur Dead Cells, c'est une des grosses fiertés là d'équipe qu'on a quoi. C'est de se dire le jeu est globalement juste. Et quand c'est injuste, on essaie de le patcher pour le coup quoi. Mais le jeu est globalement juste et le joueur ne rage pas contre le jeu, il rage souvent parce que merde, il aurait pu avoir l'info, il aurait pu se préparer, mais il a voulu jouer trop vite et voilà quoi. Mais après on incite le joueur à jouer très vite, ça reste un jeu d'action. Oui, bien sûr, ça reste aussi un roguelike, donc tu meurs pour évoluer. C'est ça. Il y a un gif qui est passé il y a pas longtemps là, effectivement où tu dois, c'était du improve, adapt, avec Bear Grylls derrière, c'est ça. Il est génial, c'est un joueur qui nous a fait ça aujourd'hui. Tout à fait. Alors du coup le jeu est encore en early access, si vous faites encore des patchs, vous estimez en être où à peu près au niveau du développement global du jeu tel que vous espérez le sortir? C'est difficile à dire, alors d'un point de vue gameplay, pour nous il y a deux gros axes, on va dire il y a le contenu et il y a le gameplay. La partie gameplay, on est vraiment maintenant plutôt sur des rails parce que la dernière grosse expérimentation c'était le build du jeu, le système de montée en brutalité, les systèmes de mutation et tout ça. C'était un truc, on savait que notre système de build initial était fonctionnel mais un peu faible. C'était celui de Skyrim, basiquement tu as 3 stats que tu augmentes, et c'est pas très profond. Donc on est passé à ce système-là, on est plutôt content, les retours des joueurs globalement sont chouettes, donc on est plutôt maintenant posé. Il n'y a plus trop d'expérimentation niveau gameplay, c'est-à-dire qu'on n'a plus grand-chose, on va se dire tiens on va changer profondément un aspect du jeu, d'un point de vue règle de jeu. Donc maintenant on est plutôt sur la deuxième phase qui est le contenu. C'est-à-dire que là la suite du boulot pour nous c'est, il y a deux grandes étapes maintenant, c'est le contenu de jeu, c'est-à-dire les prochains nouveaux boss, il nous en manque 3 à peu près là, grosso modo, voire plus, mais au moins 3. Et donc les mondes qui vont avec, les niveaux, les armes, tout le contenu qui va autour de ça, donc nouveaux biomes, nouvelles armes, nouveaux monstres et tout. Et l'autre partie importante c'est le lore, c'est le gros truc sur lequel on nous attend pas mal. Alors ça va pas être non plus, on va pas vous faire, c'est pas Witcher 3, hein, donc
ça reste un lore qui va être à la hauteur d'un roguelike, mais on aimerait bien le faire d'une certaine manière qui nous permet de pas casser le rythme, on veut pas couper avec des dialogues à la con, on n'a pas envie de faire lire 3 pavés de texte pour expliquer le roi, machin. Enfin voilà, on n'a pas envie de trop couper le jeu, donc le lore reste le dernier gros morceau avant la sortie. De donner une explication de pourquoi t'es ce truc vert au début, qui est ce mec, qui tu butes, pourquoi, qui sont tous ces gens autour de toi, le collecteur. C'est les questions que tu te poses effectivement actuellement dans le jeu. Ça. Donc là, et ça on le garde que pour la release, on sortira sans doute peut-être une bêta très privée, pas comme on fait d'habitude, parce que pour le coup on veut pas spoiler les gens dessus et on veut vraiment le sortir tout à la fin pour qu'il y ait aussi une vraie 1.0, que ce soit pas un early access qui se finisse un peu mou, quoi. Une vraie phase de découverte à la fin en disant voilà, il y a plein de choses maintenant, allez-y, même ceux qui ont déjà joué. C'est ça, qu'on leur dise bon, maintenant le jeu a une histoire et que ça fait plaisir. Voilà le truc, quoi. Parce que je t'avoue que le jeu, je l'ai acheté il y a un petit moment, mais je l'ai jamais lancé. Je l'avais jamais lancé justement pour me dire non, j'ai pas envie de me spoiler maintenant le jeu en me disant que je vais attendre la version, pas forcément finale, mais une version où le développeur estime que ça y est, il y a quelque chose qui tient la route de bout en bout et pas. Il y a pas mal de jeux comme ça qui sortent en early access où en fait tu te spoil au début puis après tu dis bah ça me plaît pas et en fait tu retentes pas l'expérience plus tard et du coup tu t'as pas la vraie expérience de jeu. J'avais l'exemple moi sur Divinity 2 qui a fait un early access mais parfait, hein, pour le coup ils sont exemplaires sur la manière dont ils l'ont géré et comme c'est un RPG, je l'ai acheté quasiment day one sur le Kickstarter, je m'en rappelle. Mais comme c'est un RPG, j'y ai joué au début, je me suis dit ok bon c'est Divinity comme l'autre, il est très bien, je sais qu'il va être bon. Mais putain l'histoire j'ai pas envie de me la spoiler, surtout qu'ils vont la patcher dans tous les sens, ils vont couper des zones, les déplacer à d'autres endroits. Et je sais que si j'y joue maintenant, je vais me griller un peu l'expérience de jeu pour le coup vraiment quoi. Et ça c'est un truc qu'on voulait éviter, clairement on s'est dit si on fait du lore dans le jeu, clairement il sera pas dans l'early access. Parce qu'on sait qu'il y a un moment donné, il y a des joueurs qui vont se dire j'ai pas envie de le voir le lore maintenant. J'ai envie de le voir fini, terminé, propre et que je sois pris par l'histoire. Enfin, même si encore une fois, c'est pas Nier Automata non plus, quoi. Il y a H qui demande le nom du personnage. Ça dépend, c'est quoi le personnage pour lui? Est-ce que c'est le blob qui rentre dans le corps ou est-ce que c'est le corps? Je fais que lire la question. Le blob. Le blob, il n'a pas de nom officiel. Il s'appelle, c'est un homoncule en fait, parce qu'il est tiré d'un univers de Full Metal Alchemist. Oui, carrément. Mais c'est un homoncule, donc c'est une création alchimique. Et c'est un des points importants du jeu justement. Et le personnage qu'on incarne, lui, il a notre histoire derrière, mais celle-là justement, j'en parle pas forcément. Celui-là, vous la saurez dans la 1.0. Mais le joueur lui-même, ce qu'on appelle le joueur pour nous, c'est le blob. Enfin, ça reste c'est cette entité qui occupe un corps principalement. On nous demande quand c'est qu'il sort sur PS Vita. Elle est pas mal, On aimerait bien, en plus, c'est une super. Pour le coup, on est en train de faire les portages, justement, on travaille là. C'est la dernière grosse étape, on fait les portages des consoles. Qui intéresse tout le monde. Et donc, oui, il y a des sorties consoles prévues, on en parle très prochainement, de toute façon, on va faire des annonces là-dessus. Mais oui, les consoles sont prévues, ça c'est certain. Et la Vita, malheureusement, pour l'instant, c'est à voir, on n'est jamais à l'abri. Hein. Mais c'est une console qu'on aimerait bien potentiellement faire, si on avait le temps extensible et tout le loisir de le faire. Parce que jouer sur un support portable, ça reste comme super cool. Et le jeu est construit autour de sessions de maximum 1 heure à peu près. Ça s'y prête bien, oui, c'est ça. C'est bien pour du portable quand on est dans un voyage en train. Ça fait partie des trucs, on a construit le jeu autour de l'idée de session de jeu. Quoi. Que ça soit pas un jeu, quand tu l'arrêtes, tu peux avoir fait une session complète de bout en bout et ça marche quoi, comme FTL ou ce genre de jeu-là. Quoi. Donc ça se prête bien, potentiellement la Vita ça serait cool, mais c'est pas à l'ordre du jour là. Super, alors du coup, vous t'expliquez un petit peu où vous en êtes du développement, du coup vous estimez une release courant d'année. Oui, clairement on est sur 2018, il n'y a vraiment pas trop de raison de dépasser. Quoi. La seule raison, mais c'est une raison purement marketing, mais qui est réelle pour tous les développeurs de jeux du monde, quoi, c'est qu'il y a des fenêtres de tir en fait, qui sont malines ou pas malines. Et il y en a par exemple, typiquement, après octobre, tu sors pas un jeu. C'est une règle, tu ne sors pas un jeu après octobre, à part si tu es Ubisoft, tu fais partie du roster de jeux de fin d'année. Mais globalement, il y a des périodes où on peut lancer les jeux et d'autres non. Donc si on devait louper le coche, on pourrait dépasser 2018, mais normalement il n'y a pas de raison. Donc on devrait être sur 2018, si tout va bien, ça devrait le faire. Quoi. Il y en a plein, j'entends beaucoup parler, chez Gamecube notamment, ils en parlent, que ce sera pour certains, je crois que c'est Gotos qui en parle, que ce soit son GOTY 2018 oui, déjà. J'ai vu qu'il avait dit ça. Ah non mais, bon on verra, on espère. On espère aussi. Alors grosso modo,
Tu penses quoi de la scène indé actuelle sur PC et console, puisqu'en fait il y en a pas mal sur les consoles? C'est vraiment cool en fait. J'ai du bol en fait. Moi, enfin, là, je renvoie ça un peu à moi, mais à l'échelle de ma vie, j'ai du bol quand même. Parce que quand j'étais gamin, moi, je voyais vraiment le jeu vidéo comme étant un truc inaccessible. Et je me disais, ah putain, ils avaient du bol à l'époque où ils étaient dans leur garage à faire leurs jeux et que ça a été les jeux qu'on cartonnait de l'époque, quoi. Ils étaient ils avaient peu de moyens, mais ils arrivaient quand même à faire des jeux et ils sont devenus les légendes d'aujourd'hui, quoi. Et je me dis que ce qui est cool en fait, là actuellement, l'époque qu'on est en train de vivre, là précisément maintenant et ces dernières années, on est de nouveau dans une époque où des petites équipes de pas grand monde, de moins d'une dizaine de personnes en général, peuvent faire des jeux, peuvent cartonner à balle, quoi, peuvent faire des jeux de niche, trouver leur public, voire même beaucoup plus que leur public. Je pense à, comment il s'appelle, le jeu... Celui où tu tues les boss et en fait les boss sont gentils, tu vois leur histoire et tout, là, qui est très moche en pixel art mais qui est hyper bon. Je vois. Non, qui est sorti après. Non, je sais plus. C'est un puzzle game où tu t'affrontes des boss et en fait tu te rends compte que les boss sont gentils, que tu n'es pas obligé de les tuer en fait. Tu peux leur parler. Undertale. Voilà. Ce genre de jeu là, tu vois, je suis content de vivre à une époque où en fait des jeux comme ça peuvent exister et percer parce que c'est rassurant, quoi. À toi des questions, vas-y. Comme j'ai rien écouté de ce que vous disiez, pour essayer de me concentrer un minimum. Hop. C'est dur, hein, c'est dur. T'as un truc à gauche, je sais pas si tu le savais, ça aussi, un passage secret en haut. Non, je peux pas là. Si, tu peux double saut. Oh là 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 là. Ah là 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 là. Des infos exclusives ce soir. Mais c'est clair que quand tu te speed, là t'as un petit truc caché aussi, c'est pas mal. Mais du coup ça fait plus de parchemin. Ça fait, oui, tout à fait. Cool. Alors moi j'ai en général, tu vois, là, je suis obligé de défoncer la porte. Alors j'ai appris, alors ça c'est marrant parce que ce jeu il t'incite à faire des roulades, mais j'ai appris il y a pas longtemps, et en fait en regardant un stream que tu peux te baisser juste pour éviter les flèches. Et c'est juste génial. Et même les mecs qui sautent, tu passes bien au milieu, tu peux laisser passer au-dessus. Et ça change tout. Mais ça quand t'es à fond dans le jeu et que t'as appris une mécanique de jeu, tu t'y penses pas. Donc bon, mais oui, il y a flèche du bas, tu peux te baisser. Alors ça j'adore. Ça j'adore aussi le plongeon. Là, le plongeon de descente rapide, ça fait hyper mal, ça stun les mobs. Mais il le fait pas à chaque fois, j'ai l'impression. C'est à toi de le provoquer. Mais il faut que ce soit. Il faut faire saut et barre en même temps. Il faut que tu aies le temps de pouvoir le faire parce que là, il faut que la plateforme. Ah oui, qu'elle soit assez haute par rapport. Alors des fois avec un double saut, tu peux arriver à le faire, mais tu peux même le faire n'importe quand. Double saut, il faut juste sauter vers le bas. D'accord. Mais c'est chaud des fois quand t'es dans un troupeau de mobs. Alors moi je le fais. Voilà, quand t'as une grenade, c'est chaud. J'ai pas de truc. N'importe quoi là, on dirait. C'est dur de jouer. Mais Charlie, je compte sur toi pour des questions. Tu vois, hein, c'est dur de jouer et d'écouter en même temps. J'ai jamais dit le contraire, c'est pour ça que je t'ai passé la manette au début. Non, mais de toute façon, la seule question qui comptait pour tout le monde, j'ai l'impression, c'était est-ce qu'il va sortir sur Switch? Alors, on y travaille, comme tous les autres portages, ouais. Et donc, pour l'instant, on peut rien dire d'officiel là-dessus, mais ça fait partie des consoles qu'on développe forcément, quoi. Et notamment, justement, tu parlais de scène indépendante, c'est parce que aussi, il y a vraiment des changements de façon de penser et tout qui sont vraiment cool, quoi. Notamment du côté de Nintendo qui, aujourd'hui, s'ouvre complètement à la scène indépendante, en tout cas, le fait bien. Et en plus, d'un point de vue technique, ils ont une console qui est vraiment, vraiment bonne, quoi, clairement, qui n'est pas puissante, comme d'habitude chez Nintendo, mais par contre, ils ont fait une console qui était agréable à développer concrètement dessus, qui est chouette, quoi. Et ça, c'est nouveau. Et ça, tu trouves que c'est vraiment l'avantage, c'est qu'en ce moment, tu as une possibilité de développer un jeu sur plusieurs plateformes, alors qu'avant c'était quand même plus compliqué. Avant, quand tu voulais toucher autre chose que Steam, tu pouvais le faire sans publisher. En fait, c'est ça la question, c'est est-ce que tu passes par un publisher, auquel cas, à quel point tu es indépendant ou pas. Et ça dépend du rôle du publisher, hein, parce qu'il y a des gens comme Devolver qui vont te laisser 100% libre de tout, quoi. Et réellement, je veux dire, c'est même pas que... Enfin, ils le font vraiment après beaucoup de discussions avec des mecs qui ont bossé avec eux. Et donc avant, quand tu voulais toucher autre chose que le PC et Steam, PS4 typiquement, Xbox, Xbox c'était un peu moins vrai, mais en tout cas PS4, ouais, tu faisais pas sans publisher parce qu'à un moment donné, c'est eux qui allaient t'ouvrir les portes simplement de Sony ou des rendez-vous, des offres particulières qui vont te permettre de gagner de l'argent. Le marketing, les pubs, les salons, tout ça. Exactement. Et Nintendo, bien sûr, c'était inenvisageable autrement qu'avec un publisher, parce qu'avant Nintendo c'était hautement verrouillé, quoi. Et en fait aujourd'hui tous se rendent compte que couper les intermédiaires c'est quand même plutôt pas mal, quoi. Tout le monde s'y retrouve, ça fait qu'ils ont... Et on y arrive surtout. Et oui, et ça fonctionne plutôt bien, quoi. Et du coup couper les intermédiaires ça permet de fluidifier le truc, de faire que plein de studios qui sont peut-être des petits studios
vont quand même faire des gros cartons qui peuvent battre des triple A. Tiens, il y a encore ce bug de... Je viens de voir ton mec s'est téléporté dans l'escalier. Il me hante ce bug-là. Et donc ouais, tu as des petits studios qui vont pouvoir cartonner aussi gros que des triple A. Et quand même, voilà, et avec peu de moyens, quoi. Et ça, c'est quand même plutôt cool, quoi. Et aujourd'hui, c'est possible, alors qu'avant, oui, sur console, c'était quand même super difficile à envisager sans un publisher, quoi. Nous, on le fait entièrement. Donc là, du coup, vous pouvez pas arriver sur les stores des consoles sans passer par un publisher. Mais aujourd'hui, si. Nous, pour le coup, toutes les consoles sur lesquelles on est. C'est un changement sur la Switch. En direct, là. Et sur Switch particulièrement. Nintendo, j'imagine, parce que le shop Nintendo, ça a toujours été pour publier dessus. C'est très compliqué. On en parle. Et Nintendo a beaucoup de qualité dans le sens où c'est une console qui a quand même bien pensé globalement. Ils ont toujours des trucs plutôt malins. Ce build est juste merveilleux. Celui-là, il est rigolo. Celui-là, il est parfait. La tourelle, les trucs pour les attirer dedans. C'est pété. C'est génial. Non, c'est pas pété parce que tu vois, ils sont pas morts. Mais t'es tranquille. Tu les mets dedans et t'es tranquille. Ah, par contre, ça va pas loin. Après, t'inquiète pas, ça, ils vont te suivre. Pourquoi ils ont des gouttes noires au-dessus de la tête? C'est l'huile. Ils ont de l'huile, je sais pas quoi que d'ailleurs. tu peux enflammer du coup. Ouais, si t'as un truc qui fout le feu. Ouais, mais là, j'ai pas mis de une de tes grenades, je pense, ou ta tourelle qui doit déployer de l'huile en plus. Parce que des objets, si tu ouvres l'inventaire, tu verras. Sur les objets, ils ont des pertes. La tourelle rapide en bas à gauche, elle applique de l'huile quand elle est déployée. Quoi. Tu peux faire des combinaisons de fou. C'est ça. Une grenade de feu, ça serait parfait. Ouais. Donc ouais, voilà, il y a plein d'acteurs qui avant étaient difficiles. Voilà, ce qu'on disait tout à l'heure, voilà. Tu vois, Jeff, hein. Bonjour. Je descends, paf, tiens. Il y a plein d'acteurs comme ça qui sont du coup, on nous demande le vert, c'est jamais une bonne option. Si. On a l'impression que le rouge c'est le mieux à chaque fois. Ben, en fait, le vert il n'est pas fait pour être intéressant au début. En gros, la manière dont j'ai pensé le build du vert, c'est que c'est un truc vraiment de endgame. En fait, quand tu termines le jeu une première fois, tu commences à débloquer les cellules de boss, donc qui vont te permettre d'altérer encore plus le jeu, c'est-à-dire de rejouer le jeu avec une version différente, quoi. Ouais. C'est du New Game Plus, en fait, en quelque sorte, un peu différent. C'est-à-dire qu'une fois que tu vas avoir ces cellules de boss, tu vas pouvoir les enchasser au tout début du jeu, dans la première salle où tu as les flasques, tu as l'espèce de gros tube qui sert à ça, en fait. D'accord. Ah oui, d'accord. Et pour chaque cellule de boss que tu mets, ça va ouvrir des nouveaux accès, mais également augmenter toute la difficulté du jeu. Et te donner notamment aussi accès à des upgrades d'armes qui vont améliorer toutes tes armes beaucoup plus. En fait, tu vas pouvoir vraiment builder ton perso encore plus loin en fait qu'actuellement. Et l'idée, c'est qu'à un moment donné, quand tu vas monter la difficulté, un des facteurs de difficulté notamment, c'est d'enlever les grosses fontaines de soins là. Où tu recharges ta potion. Ça les enlève carrément. Entre chaque passage entre niveaux là. Donc tu dois faire le jeu avec tes fioles de soins et c'est tout quoi. Ou la bouffe que tu trouves, mais tu peux pas recharger ta potion de soins en jeu quand tu es dans ce mode là quoi. Et du coup le build survie prend son sens parce que quand tu prends en survie, toutes les mutations qui sont dedans font gagner des points de vie dans certaines circonstances quand tu comme ça que tu remontes. C'est une autre façon de devenir survivre à plus long terme quoi. Alors actuellement c'est pas très accentué dans la version actuelle parce qu'il y a t'as 3 cellules de boss. Donc à 3 niveaux de difficulté. Mais dans les versions qui vont venir, oui, la difficulté pourra monter beaucoup plus que ce qu'elle est actuellement. Et les builds survie vont prendre plus de sens forcément dans ces cas-là. Quoi. Mais oui, survie, on va dire globalement, il n'est pas plus faible, mais comme il a moins d'objets, globalement, il est moins direct qu'un build brutal. C'est un peu moins intéressant au début, mais c'est voulu, on va dire, ça fait partie du truc. Quoi. Après, si tu joues arme lourde ou que tu joues bouclier, le build survie reste quand même vraiment pété. Ça reste un des builds actuellement, si tu le joues bien, c'est plus risqué parce qu'il faut parer les attaques et risquer de se les prendre. Donc c'est chaud, mais par contre, en termes de dégâts et de puissance et de contrôle des boss, ça reste le meilleur build pour la plupart des boss. Si tu fais quoi? Si tu mets tout sur brutalité? Non, bouclier. Sur bouclier. Sur bouclier. Parce qu'en fait, quand tu joues avec le bouclier, tu peux du coup te protéger et surtout stun les mobs, donc tu les étourdis. Et pendant ce temps-là, ils sont vulnérables. Et toi, t'es protégé. Le bouclier, c'est un pari. Il faut vraiment le placer pile au moment où l'attaque te tombe dessus. Donc, et si tu te loupes, tu te prends l'attaque. D'accord. Donc, mais par contre, si tu réussis à le caler, tu bloques 100% de l'attaque et t'étourdis le mec. Et t'as des choses en plus en général. Notamment contre les boss, ou typiquement le dernier boss actuel du jeu, si t'as pas ça, c'est chaud. Il est vraiment plus dur. Hein. Et les armes lourdes comme celle-là, par exemple, ça c'est des armes vertes justement qui jouent en brutal, mais elles jouent aussi en survie. Donc tu peux jouer des armes lourdes et lentes, mais c'est une façon de jouer très différente. Mais c'est pas un build qui est destiné à plaire au début, parce que c'est un truc sur lequel on s'est dit finalement on voulait pas tout rendre symétrique en fait. Là c'est plutôt StarCraft 2 qui nous a inspiré sur ça. Mais on voulait pas que tous les builds soient grosso modo équivalents en termes d'idées. On voulait plutôt que oui effectivement au début c'est plus sexy de jouer bruta et tactique, mais qu'à un moment donné les autres ont une autre importance et un autre rôle plus tard quoi. Mais pas nécessairement au début en fait. Ça va essayer d'aller sur un boss quand même. Faut peut-être te soigner parce que si tu sautes encore dans les pics, je pense pas que tu C'est vrai.
Hop. Tac. Ah, un petit On marchand. vous demande c'est quoi cette espèce de flèche qui apparaît de temps en temps au-dessus du héros. Alors c'est tous les buffs que tu peux avoir. Alors au-dessus du joueur, tu as plusieurs trucs. T'as les flèches rouges aussi que j'ai eu pas mal de ouais. fois moi. En fait, souvent, t'as un buff de vitesse qu'on a rajouté, je crois, dans l'update 4. C'est par exemple une suggestion des joueurs, des speedrunners, pour le coup, qui voulaient ça. C'était en fait les speedrunners qui les emmerdaient, enfin, moi m'emmerdais particulièrement, et eux nous l'ont dit à un moment, ceux qui étaient honnêtes en tout cas, c'est qu'ils passaient leur temps à rouler et éviter les monstres, et que du coup, c'est pas très drôle, puisque t'esquives les 3 quarts du jeu, et finalement, il n'y a pas trop d'intérêt. Alors que quand tu tues les monstres maintenant, si tu les enchaînes, c'est-à-dire que tu tues des monstres en séquence, quoi, avec un bon rythme, enfin tu laisses pas passer trop de temps, Ouais. tu vas gagner à un moment donné un buff de vitesse. Ah d'accord. Et tu as un deuxième niveau de buff de vitesse qui apparaît quand tu enchaînes encore plus de monstres, quoi. Donc le but quand tu speedrun, c'est d'essayer de tuer des monstres, mais pas trop, pour maintenir ton buff de vitesse actif, D'accord. et voilà, tout Ah en oui, continuant à aller vite dans le niveau. C'est bien, à chaque fois vous mettez une parade pour combler un petit problème. Ouais, ça. Après, c'était pas tant. Les gens s'amusaient quand même malgré tout en speedrun de cette manière-là, en évitant tous les monstres, quoi. Mais moi, ça m'embêtait un peu parce que je me dis, malgré tout, même s'ils s'amusent, ils passent quand même à côté de certains trucs du jeu, que je trouve dommage, tu vois. Et, Ouais. c'est plus une façon d'essayer de leur donner ce qu'ils veulent, c'est-à-dire une façon de speedrun, de leur donner des outils pour ça, mais que par contre, on réintègre un peu les règles de jeu dedans et on le retire vers le jeu juste ce qu'il faut pour que ils aient des strats en plus, des stratégies spécifiques, quoi, tout en étant pas non plus complètement à l'écart du jeu, quoi. On va quand même se tenter un boss avant de finir ce stream. T'as Oui. une manière de jouer différente de la mienne. Ça pète un peu plus à l'écran. Ouais. Ah, on va je se sais faire pas les un tourelles et full tout ça boss. encore. Ouais, non mais là j'ai eu un build plutôt pas mal. J'ai eu de la chance aussi, j'ai eu pas mal de parchemins sur la course, j'ai eu les tourelles. C'est plutôt pas mal. On va essayer de se faire un... The Incomplete One. Gamerby. Il y a Gamerby qui nous dit bonjour tout le monde, je tenais à dire que je m'éclate sur le jeu, merci pour votre travail et les mages régulières. De rien. Et Moko qui fait aussi un compliment qui dit qu'il a vraiment un bon style ce jeu. C'est vrai que c'est un stress les mises à jour sur les early access. Ouais, Ça dépend vraiment des jeux. Il y en a où tu as une mise à jour tous les 6 mois et vous avez réussi à en faire une tous les 1 mois et demi à peu près. Ouais, le rythme de début. Au début, on voulait faire 2 semaines, mais on s'est rendu compte qu'humainement c'était pas possible, quoi. Et mais après, on est parti sur le rythme d'1 mois, 1 mois et demi, selon. Et sauf la mise à jour 4 qui était très très grosse, donc elle a pris plus de temps, quoi. Donc on l'a dit aux joueurs, on prenait du temps pour ça. Et globalement, ouais, on s'est rendu compte. Enfin, c'est pas qu'on s'en est rendu compte, c'est juste qu'on s'est dit nous-mêmes ce qu'on avait aimé. Ah, ça, la porte. Bien joué. Première fois que j'arrive à l'avoir, c'est là. Ouais, pas mal. Donc ça, c'est une porte minutée, c'est une porte qui allait se fermer dans 40 Ah secondes. oui, donc et c'est qui là que va- tu récupères tout ce que tu Deux parchemins. Voilà, ça te compense en général Ouais, à peu près ton Ça build. va être bien ça. Alors du coup, il y a deux Alors du coup, il y a encore 2 questions. Rambourg qui nous dit question, à quand les streams de l'équipe? Ah oui. Bah, si vous n'êtes pas équipé, vous pouvez venir ici, vous êtes invité. Hein. C'est pas de la raison problème. pour laquelle on peut pas, c'est que là où on est, il n'y a pas la fibre, et donc on a une connexion de merde. Eh bah viens dès là. Mais On a un ouais, du canapé. coup, pourquoi pas, ouais, parce qu'on aimerait vraiment pouvoir le faire, parce qu'on voulait faire, enfin, on voulait vraiment dès le départ faire des streams de développeurs en parlant un petit peu plus des choix qu'on fait, des prises de décision, des mises à jour et tout, quoi. Et on n'a pas pu le faire jusqu'à maintenant, parce qu'à chaque fois on avait toujours une connexion un peu pérave, quoi. Et donc ouais, Non, mais pourquoi venez pas. là. Mais ouais, Franchement. franchement avec plaisir, quoi. J'en parlerai à Steve, notre bullshit voilà. artiste pour le coup, parce que c'est plus lui qui gère ça. Mais Il y a Olivier qui nous dit pour tes recherches de concept des caractères ou environnements, est-ce que tu sketches directement en pixel art ou tu y vas YOLO au crayon? alors c'est pas moi qui m'en occupe, c'est nos 2 graphistes, donc Thomas et Gwenaël et Gwen. Et alors, oula, oh, on te tue pas, quoi. Ouais, mais ça fait mal quand Et en même. gros, ouais, on a une façon très spéciale de bosser sur ce projet. Au début, on faisait les sketchs de façon crayonnée, c'est-à-dire comme on va dire un concept art classique. Les sketchs, c'est vraiment une esquisse en fait d'un personnage, d'un décor, d'un truc, quoi, un élément du jeu. Et en fait, très rapidement, on s'est rendu compte que c'était plus productif et plus rapide pour nous de les faire directement, toujours des sortes d'esquisses, mais en pixel art. Donc ça déjà, d'une part, ça nous faisait des jolis wallpapers à distribuer. Et nous, ça nous donnait une idée vraiment plus précise de concrètement à quoi ça allait ressembler en jeu. C'était un peu moins abstrait qu'un beau décor qui, en fait, une fois pixelisé, peut-être donnera pas pareil, ou est-ce qu'il sera réellement implémentable en jeu et tout.
Et on a commencé à faire ça pour les décors. Et c'est pareil pour les persos, parce que là on s'en rend pas compte, mais les persos sont en 3D en fait. Et en gros, on réalise les persos en pixel art en 2D. C'est-à-dire qu'on fait des posings du personnage, c'est-à-dire on fait bras tendus, tout droit, pour faire nos recherches, des idées de personnages. Et après, on se sert en fait de cette réflexion, mais en pixel art à l'échelle du jeu, à la taille du jeu, en taille réelle, quoi. On se sert de ça pour faire un modèle 3D, qui du coup est une sorte de modèle en pixel art, on va dire en quelque sorte, qui est à l'échelle du pixel art. Et après, on le repasse la 3D, elle repasse dans le jeu. Oula, putain. Ah, c'est trop bien. Le bordel, quoi. On la repasse dans le jeu, voilà. Mais du coup, on va dire l'essentiel des recherches, des travaux préparatoires, tout ça, des concepts, ils seront faits en pixel art directement parce que c'est plus directement productif pour nous. Et vu notre taille d'équipe, on peut pas trop se permettre de faire des trucs pour faire des jolis écrans de chargement, tu vois. Donc, ce qu'on fait généralement, on utilise in-game d'une manière ou d'une autre, où c'est proche du rendu final pour avoir une idée bien claire de ce que ça donnera, quoi. On est bien sorti, là. Ouais. Je vais reprendre une petite potion quand même. Il m'en reste 2. Tu vois où le nombre de potions qui te reste En bas à sur gauche. l'icône? Ouais, en bas à gauche. Ouais, quand les vides. tout le monde- Ah oui, d'accord. Oh non, le fait. Oh là là, ça c'est. La roulette par la fenêtre, quoi. C'est un peu ça. Je m'attendais à avoir un autre truc, mais. Ah, là, toujours ma tourelle là. Je faisais ça dans Note Hero. Je passais par les Ah. fenêtres en roulade et... Allez, tiens. On va arriver au boss, comme ça on va voir un petit peu comment j'arrive pas à le battre. Piflion qui a une question, il a dit que c'était plus facile de sortir un jeu chez Sony sans éditeur, mais je n'ai pas trouvé la porte d'entrée, comment a-t-il fait? Alors maintenant c'est plus facile chez Sony, je dis pas que c'est facile, hein, mais disons qu'ils écoutent plus facilement les gens parce que quand on fait des salons comme la Gamescom ou des choses comme ça, en tout cas des salons où il y a une partie business, fais attention. Ouais, mais voilà. Ah merde. Le fail. Ouais, il y a des salons où il y a une partie business plus ou moins développée. Ah, il y a un passage secret là. Ouais, en général, j'ai déjà vu celui-là en bas à gauche. Et En bas à droite. ces salons-là, donc comme la Gamescom, donc voilà, la moitié du salon c'est business, et l'autre moitié c'est la partie publique qu'on voit plus dans la presse. La partie business, l'idée c'est qu'en réalité les mecs sont plutôt joignables en fait globalement. Du moment qu'on a pris le temps de les contacter bien à l'avance et tout ça, c'est très facile de caler un rendez-vous. Alors souvent effectivement on a une demi-heure avec eux, quoi, un mec de Sony, mais c'est tout à fait possible de caler des rendez-vous et le but de montrer ce qu'on a, le jeu sur lequel on bosse et tout. Alors il vaut mieux y aller avec un truc qui soit quand même assez fini, hein, pas un prototype Oui, au bien début, sûr, ouais. sauf si le concept claque vraiment ou vous avez un truc qui déchire, mais en général il faut quand même quelque chose de bien avancé. Mais les prises de contact globalement se font, quoi. Il faut persévérer, il faut y aller, quoi. Mais ils sont joignables en fait, ils répondent, ils prennent rendez-vous, ils prennent le temps et ils écoutent et ils critiquent aussi quand il faut, quoi. Donc globalement c'est quand même c'est jouable, on va dire. C'est pas simple, mais en tout cas c'est jouable, quoi. À une époque, quand nous on avait commencé donc, au tout début il y a 15 ans, là, on avait un premier projet de jeu qui n'était pas du tout un jeu web mais un jeu PC, le Yu-Gi-Oh! Like là. À l'époque, oui, contacter Sony ou être sur une console, c'était juste hors de portée, quoi. Enfin voilà, c'était difficile, quoi. Maintenant, ouais, on peut les appeler, on peut envoyer des mails, et il y a toujours des formulaires de contact. Et de toute façon, enfin, l'idée c'est que les consoliers en général, donc Sony, Microsoft et tout ça, eux ce qu'ils veulent c'est avoir le next big thing comme ils disent, quoi. C'est le prochain jeu qui va foutre tout le monde par terre, genre même si c'était pas un bon exemple, No Man's Sky, tu vois. Et ils ont envie de se rattacher à des trucs qui vont justement séduire les core gamers des jeux plus indépendants, plus originaux. Parce que s'ils l'ont sous leur égide, bah, c'est mieux, quoi. Donc ils sont quand même très demandeurs de ça et ils sont plutôt pour le coup grâce à ça faciles à joindre, enfin joignables en tout cas, quoi. D'accord. On nous demande aussi, Alors qui c'est qui nous demande ça? C'était Curtis, je crois, si un mode coop est prévu. Ah, le mode coop. Putain, tu les as toutes là. Ah non, c'est la deuxième. Et le mode coop, alors ça c'est un grand problème. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est un peu compliqué à faire garder quelque chose d'équilibré ou de... c'est pas du tout l'équilibrage, c'est la technique en fait. Faire du multijoueur, c'est quelque chose d'extrêmement complexe, bien plus que ce qu'on imagine. Même en local ? Surtout en local pour le coup. Ah oui. Mais après, si c'était du coach coop, c'est-à-dire ce qu'on appelle coach coop, c'est sur le canapé, sur un seul écran. Ouais. Oui, ça serait jouable, ça serait faisable, quoi. Ça demanderait du taf et du boulot d'équilibrage. Le problème, c'est qu'on aurait avec ce format de coopératif,
c'est que c'est beaucoup de taf pour équilibrer le jeu si on fait du multi, donc mais pas un taf déplaisant, mais c'est quand même du taf à réaliser. Ah, les scorpions, j'aime pas. Et par contre, la quantité de joueurs qui sont intéressés par ce type de multi n'est pas si nombreuse. Des gens qui jouent ensemble physiquement, l'essentiel c'est sur internet quand même. Donc si on doit faire du multi, le coach c'est le plus facile, mais c'est pas là où il y a des gens en fait, il n'y a pas de public. Il n'y a pas beaucoup de public. Ah bon, il jouerait bien, Christophe. Ouais. Ah, je sais pas si ça s'y prête aussi le gameplay à deux là-dessus. Après, c'est un peu compliqué, Vu comme tu vas vite, c'est ça. Je vais te perdre après, tu sais, faire une flèche Charlie et là-bas. je vais revenir en bulle comme dans les Mario. Mais le multi, ouais, en tout cas, c'était initialement au tout début du jeu, ça faisait partie de l'essence du truc, quoi. Ça a été lâché en route, comme on disait tout à l'heure. Mais on aimerait bien. Mais clairement, c'est pas du tout une priorité parce que déjà faire un bon jeu solo, ça prend du temps, quoi. Bon, donc le boss, on l'aura pas. Voilà. Non, je vous ai fait un petit tour dans les égouts, puisque c'est le deuxième niveau que tu peux avoir assez rapidement, enfin le deuxième monde. Il faut passer à droite, je pense. Il faut passer à droite, il faut sauter les... Il n'y a pas beaucoup de plateformes dans le jeu, mais de temps en temps, il y en a, c'est pas ça. Alors eux, je les aime pas du tout. Ils sont horribles. Un petit troll qui est passé dans la chatroom nous dit que si tu veux que ton jeu soit multijoueur, il suffit juste de rajouter un leaderboard comme dans No Man's Sky. Bah on l'a fait, parce qu'on pour le coup, on a le daily run. Mais j'avoue que sur No Man's Sky, c'est l'exemple justement du multi qui était génial, qui aurait pu être génial, mais qui était finalement hautement indispensable, quoi. Et c'est un peu dommage, quoi. Et le problème, c'est quand tu fais un multi mauvais, bah, tu as des chances de desservir tout ton jeu, en fait. Donc, d'accord, ouais. Mais si on faisait du multi, on a quelques idées sur comment on pourrait le faire. Mais comme je disais, l'essentiel du problème, c'est si on fait du multi internet, donc réseau. C'est les problématiques techniques sont assez monstrueuses derrière. Il y a de très bons articles sur le sujet, sur le Gamma Sutra, qui expliquent de manière un peu plus détaillée qu'est-ce que ça veut dire faire du multijoueur. Et la plupart des gens ne se rendent pas forcément compte des implications, et elles sont nombreuses et pas très rigolotes, quoi. Voilà, moi j'ai plus de questions et je suis perdu. Mais... Donc du coup, on va peut-être s'arrêter là. On va peut-être s'arrêter là. On va pas rester 4 heures non plus. Non. Écoute, Sébastien, merci beaucoup d'être venu pour parler de Dead Cells, de toi, de Motion Twin. Pour la suite du coup du jeu, on a dit encore quelques updates avant la release finale. On a quelques trucs, comme je disais, il y a... Alors la release finale, je pense pas qu'on mette tous les boss, parce qu'on voulait garder quelque chose pour la suite, et il y a une raison très particulière, mais ça sera révélé avec le lore, quoi. Donc oui, avant la release, on a tout ça, le lore qui va arriver, il y a des nouveaux boss, des armes, des biomes, enfin tout le classique qu'on a fait jusqu'à maintenant, en fait, des mises à jour. Il y aura un moment où on va avoir une grosse phase, on va forcément baisser le rythme des mises à jour parce qu'on a le portage à faire. Et ce qu'on appelle les versions gold, c'est-à-dire le jeu est bloqué dans un état et jusqu'à ce que les consoliers, on ne fait plus de nouveautés sur le jeu. Donc il y a un moment où ça on communiquera auprès des joueurs, on leur expliquera exactement le pourquoi du comment. Mais il y a un moment où on va forcément calmer la cadence des mises à jour pour finaliser vraiment le jeu. Donc ça va, c'est les prochains mois. C'est normal pour finir. Ouais. C'est ça. Mais grosso modo, donc, ce qui va arriver, c'est essentiellement du contenu et moins de gameplay, c'est-à-dire moins de grosses nouveautés comme les mutations, le brutal update, ce genre de choses. C'est logique, plus on arrive vers la release date, plus le gameplay soit fini. C'est plutôt rassurant pour nous parce qu'on se dit c'est bon, ça s'est fait. Donc ça, à un moment donné, ça se stabilise un peu, quoi. Et donc voilà, ce qui est à attendre maintenant pour la suite, c'est vraiment beaucoup de contenu, parce qu'on a quand même beaucoup de choses encore à faire. Et on prépare aussi la suite post-release, parce que le jeu ne s'arrête pas à la release, avec ce qu'on veut faire derrière pour ce jeu. J'avais justement deux questions encore pour finir. Par rapport à l'avenir, par rapport à la suite, vous enclenchez déjà des projets en parallèle ou comment ça se passe? Là c'est un tout petit peu tôt, mais on a on va dire c'est une discussion de midi entre deux repas, quoi. On commence à évoquer ce qu'on veut faire pour la suite, ça clairement. On sait que Dead Cells va de toute façon constituer une partie importante. On n'est pas trop dans l'optique de faire des suites, donc c'est pas trop. Je pense que c'est plutôt pas très. C'est pas une stratégie très pérenne pour la plupart du temps, quoi. Donc je pense pas qu'on fasse, en tout cas pas dans l'immédiat, un Dead Cells 2 juste après. Par contre, on a plus d'autres envies de type de jeu, toujours avec comme beaucoup de gameplay essentiellement, quoi. Mais donc on commence à réfléchir à la suite, ouais. Mais là, à l'heure actuelle, on n'a pas commencé à développer quoi que ce soit de parallèle, quoi. On est vraiment plutôt à un stade de réflexion, quoi.
Et j'avais une autre question par rapport à l'équipe. Du coup, quand tu as évoqué tous les membres de l'équipe, il n'y a personne qui s'occupe des musiques. Comment vous fonctionnez pour les musiques? Il y a une personne. D'accord, c'est pas forcément fréquent dans les petits studios, parce que souvent c'est plutôt quelqu'un qui intervient à la fin du projet. Mais là, en fait, c'était le colloque d'un des développeurs, donc c'était plutôt pratique. Ah oui. Et en fait, concrètement, il est dans notre base presque quotidiennement. Et c'est lui qui s'occupe de toute la partie musique et son du jeu. Et donc, ce qui est cool, c'est de l'avoir à proximité. Justement, il peut rajouter du contenu, il peut participer, suggérer plein de trucs, participer au dev. Voilà. Donc on a un musicien à domicile, clairement. D'accord. Ça, on avait de toute façon de grosses envies, musicalement parlant, je veux dire, sur l'espèce d'ambiance un peu la Diablo pour le coup. Ça joue beaucoup sur l'ambiance. Et donc, on avait besoin forcément qu'il soit proche pour pouvoir lui expliquer concrètement ce qu'on voulait et que lui après nous apporte toutes ses idées. Il a un bandcamp d'ailleurs, l'OST est dispo. Super. Ouais. Elle est dispo sur Steam si vous voulez, mais si vous voulez juste l'acheter sans DRM, tout ça, il y a des MP3 en bandcamp. Formidable. Directement. On mettra les liens, il n'y a pas de problème. Ouais. Parfait, écoute, merci. Alors, vous pouvez nous retrouver, alors du coup j'avais linké ton site, ton Twitter, etc. Donc, vous pouvez nous retrouver donc, sur Twitter principalement, moi donc dans l'ordre, on va faire comme ça, Chris Kamikaze, Deep Night FR, Charlie avec 2 underscores, parce que tu as choisi la simplicité, et Jeff Quaderi, notre régisseur de rêve ce soir, qui nous a fait ça comme un chef. Merci à vous d'être venus. Merci à tous d'avoir suivi ce stream. Merci à tous pour les questions. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à soutenir le jeu. Profitez-en tant que le prix est encore en promotion, notamment sur Steam. Je vais remettre le lien. Faites-vous plaisir. On mettra le lien. Vous pouvez aussi nous soutenir à nous si vous voulez, parce que quand même, tout ce magnifique studio, l'équipement et notre superbe régisseur, ça fonctionne grâce à vous. Donc vous avez sur geeking.fr/don, vous pouvez nous soutenir notamment si vous êtes Amazon Prime, donc si vous avez un compte premium Amazon, vous pouvez nous soutenir gratuitement grâce à Twitch, parce que Twitch permet ça maintenant, c'est merveilleux. Pour la suite, vous pouvez suivre Geeking et les streams qui vont arriver sur geeking.fr/agenda. Il y a un Geeking vendredi, a priori. Normalement. À suivre, on verra. Maybe, call me. Ouais. Sinon, allez là-dessus, vous verrez la suite. C'est mis à jour régulièrement. Et on vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit et à bientôt. Allez, ciao. Salut tout le monde. Bye.